Bonsoir à tous. Merci Marie-Hélène, Tanguy et Adina de nous rejoindre ce soir pour cette table ronde. Je vais commencer peut-être par une brève présentation de chacun d'entre vous et surtout n'hésitez pas à m'interrompre ou à ajouter des éléments clés vous concernant. Adina, je vais commencer par toi. Donc, tu es née en Roumanie, tu étais sportive de haut niveau, tu as travaillé en tant que trader, puis en tant qu'asset manager pour choisir en 2010 de fonder ta propre entreprise de conseil en ingénierie financière qui s'appelle Active Asset Allocation. Active Asset Allocation aujourd'hui digitalise les processus du secteur financier et développe des algorithmes d'investissement pour les gérants, pour les assureurs et pour d'autres organismes du secteur financier. Right. Tout à fait, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Tanguy, aujourd'hui donc, tu es le CEO de Swiss Life en France, tu es né en Belgique dans les années 70. J'ai décidé de préciser cette information pour toi. Tu fais tes études de droit à l'université de Louvain. Tu exerces en tant qu'avocat pendant 11 ans dans des cabinets prestigieux tels que Ernst & Young et Simon & Simon. Finalement, tu travailles chez Swiss Life, groupe dans lequel tu exerces encore aujourd'hui comme directeur général de Swiss Life, on l'a dit. Et Swiss Life en France s'adresse à deux typologies de clientèle, une clientèle patrimoniale et des petites entreprises, j'ai bien compris. Et vous adressez leurs besoins en leur fournissant des solutions sophistiquées ainsi que des conseils. Est-ce que tu vois des choses à ajouter ? Ça me semble très bien. 70 exactement l'année. 70 l'année, magnifique. Marie-Hélène, ingénieure en statistique, titulaire d'un master en système d'information. Marie-Hélène commence chez AXA en 96. Ça fait presque 30 ans. Je crois que tu as fêté tes 28 ans chez AXA avant de rejoindre le groupe Foyer. Exactement, il y a 6 semaines, avec beaucoup de bonheur. Félicitations en tant que directrice générale adjointe. Ok. Eh ben, welcome back au Luxembourg, puisque je sais que tu y as passé une bonne partie de ta carrière professionnelle. Merci. Aujourd'hui, donc, ce qu'on vous propose, c'est de parler des challenges et des opportunités qui sont liées à l'émergence de la technologie dans les secteurs financiers. Et peut-être, pour commencer, je vais demander à mes invités de lever le voile et notamment de faire je fais suite au récent passage à la Chambre de commerce de Daniel Susskind, un économiste qui est aussi auteur d'Un monde sans travail et qui disait « S'il se croit à l'abri de la tornade IA qui se rapproche, les cols blancs commettent une erreur. Selon vous, quels types d'emplois sont les plus menacés par l'automatisation et l'intelligence artificielle d'ici 2030 ?» Et peut-être une deuxième dans la foulée, et je vous laisserai répondre à l'une ou l'autre question. Et comment les CEO peuvent-ils gérer ces transitions pour les employés dont les postes deviennent obsolètes ? Marie-Hélène, est-ce que tu veux commencer ? Oui, bien sûr. Alors, je souscris tout à fait à ce que tu as dit. Je crois qu'il n'y a pas un domaine de nos vies qui ne va pas être impacté par le développement des nouvelles technologies et maintenant de l'IA. On a vu ce qu'Internet a fait évoluer. L'IA sera peut-être même d'une ampleur plus forte. Maintenant, on peut le voir sous l'angle de la menace, mais on peut aussi s'ouvrir à ces nouvelles technologies, essayer de les apprivoiser et s'en servir en réalité. Alors c'est sûr que les emplois vont être impactés, ils vont se transformer. Certains vont sans doute disparaître, mais d'autres vont aussi se créer. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le réflexe, c'est de s'attacher aux emplois qui représentent des tâches, je dirais, répétitives, qui peuvent être automatisées, dont les règles de décision restent simples, même si aujourd'hui l'IA progresse beaucoup. Mais quelque part, c'est aussi un moyen de se débarrasser de choses qu'on trouvait moins intéressantes, d'accord, au profit de choses qui suscitent plus d'intérêt. Chez Foyer, on insiste beaucoup sur la relation humaine. Notre métier, c'est l'assurance, et donc il y a beaucoup d'émotions dans le métier de l'assurance. On doit être là à des moments critiques pour nos clients, et tout le temps qu'on peut libérer pour être auprès de nos clients, soit pour les conseiller, soit pour les accompagner, les rassurer, c'est de la valeur ajoutée en plus pour l'entreprise. Et quand j'observe nos équipes, c'est toujours ce qui leur donne aussi le plus de satisfaction parce qu'on se sent utile, on apporte quelque chose à nos clients. Donc voilà, moi je le vois vraiment sous l'angle de la transformation et évidemment on accompagne nos collaborateurs dans cette évolution.
mais on essaye de l'avoir d'une manière positive et comme, je dirais, un soutien à nos équipes. Merci beaucoup Marie-Hélène. Donc effectivement un soutien à l'humain pour aller vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je crois qu'Adina, tu voulais aussi partager quelque chose sur... Oui, je partage tout à fait cette approche et effectivement on peut avoir peur de cette idée de disparition, de pan complet en fait carrément de l'économie, mais de job en particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces histoires avant l'électricité à New York, il y avait les lampadaires et donc il y avait des équipes de gens qui allaient les allumer tous les soirs et ils faisaient partie en fait vraiment de la vie new-yorkaise, etc. Et quand l'électricité est arrivée et tout ça a été automatisé, eh bien ils se sont retrouvés sans boulot, donc c'était un gros problème. Je pense qu'aujourd'hui, nous en tant que CEO, on est responsable de faire évoluer les personnes dans nos équipes, les personnes aussi potentiellement chez nos clients. Mais de mon expérience personnelle, donc nous on a quand même choisi d'avoir typiquement de mettre à disposition de nos clients, assureurs, sociétés de gestion, une plateforme digitale, et je n'ai pas vu de disparition d'un quelconque job. En effet, on est rentré on a remplacé des pans d'activité peu intéressants, dans lesquels les gens faisaient des jobs répétitifs, du copier-coller, du reporting à la main, etc. Et ça, quelque part, tant mieux, parce que je pense que personne ne peut s'éclater honnêtement dans ce type de travail. Donc, c'est plutôt une aide pour moi c'est comme une marche qui permet d'avancer ensuite vers des choses plus intéressantes, mais cela suppose effectivement qu'on les forme, qu'on les accompagne dans tous ces changements. Peut-être avant de te relaisser la parole, parce que je sais qu'en tant que responsable d'une équipe de 20 personnes, tu as mis des choses en place justement pour former l'intégralité des collaborateurs à ces sujets, et pas uniquement les développeurs, pas uniquement les techs, mais bien d'embarquer toutes les équipes sur le sujet. Tanguy, je sais aussi que tu as des choses à partager, notamment sur le sujet de la formation, et puis le rôle que joue le CEO dans cette transformation. Donc est-ce que je peux te laisser... Oui, bien sûr, merci. Alors qu'un économiste cherche avec une phrase un peu sensationnaliste à faire peur, c'est quelque part son rôle. Il s'exprime en dehors de toute contrainte opérationnelle. Il veut juste tirer le signal d'alarme. On n'a que des gens qui tirent des signaux d'alarme ces derniers temps, mais c'est leur métier. Et puis après, quand on est patron d'une entreprise, la question c'est comment enlever cette dramatisation pour la transformer quelque part en une nouvelle valeur pour l'entreprise, pour ses clients, pour ses collaborateurs. C'est nos trois principales parties prenantes. Et évidemment que tous les cols blancs vont être touchés par l'IA, mais ils vont tous être touchés positivement par l'IA. Et certainement dans nos métiers, je ne dirais pas ça pour tout type de métier, mais certainement dans nos métiers, ça va apporter tellement plus de valeur ajoutée que ça va ne générer de pertes dans nos activités qu'au final, on sera gagnant. Toute la question, c'est comment on transforme, comment on permet de faire de cette crainte, puisqu'elle est présentée d'abord comme une angoisse, une véritable opportunité de poursuite du développement de l'entreprise. Et on le voit bien, franchement, depuis 20 ans que la transformation est à marche forcée, d'abord par le digital, ensuite par la data, maintenant par l'IA, et que les entreprises sont des formidables capacités de transformer leur business model. On a dit il y a 10 ans, le digital arrive, les fintechs sont là, les insurtechs sont là, les gros acteurs traditionnels vont tous mourir. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui se passe. On est toujours là parce qu'on a trouvé cette capacité à s'adapter. Et donc ça, c'est un élément crucial pour moi, notamment avec l'IA, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que tous nos collaborateurs n'en ont pas peur. Il faut leur dire que c'est un moyen actif de devenir plus employable demain que d'embrasser ces technologies tout de suite. Et notre rôle, c'est de pédagogiser ces technologies-là pour les rendre accessibles à chacun, les intégrer dans les travaux du quotidien pour pouvoir capitaliser sur la plus-value qu'elles peuvent générer. Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est ça la dynamique à avoir. Et le rôle d'un patron, c'est évidemment de dire que c'est une bonne chose. C'est pas de dire oulala, c'est une catastrophe. C'est de rassurer les partenaires sociaux quand on est dans une grande entreprise et qu'on doit les rassurer pour qu'il y ait une vraie dynamique collective.
tu disais tout à l'heure quelque chose qui m'a plu, cultiver la culture du risque. En tant que patron d'une assurance. Donc, pour un assureur, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de profitabilité, puisqu'on tarifie le risque. Par contre, c'est vrai qu'on a une culture de plus en plus risk-averse, liée à l'augmentation de la réglementation, liée à l'augmentation de la responsabilité aussi à tous les échelons de l'entreprise, liée à toute une série de fonctions de contrôle qui sont dans notre entreprise. Donc, garder cet esprit entrepreneurial, cette volonté d'aller au-devant des défis technologiques pour aller capter une valeur inexplorée, c'est quelque chose qu'il faut absolument cultiver pour pouvoir traverser ces périodes. Si je peux rebondir, tu parlais là de régulation. Typiquement, je trouve que l'IA est une vraie chance de pouvoir mieux gérer cette réglementation qui n'arrête pas de venir couche après couche alourdir le quotidien de tout un ensemble de nos collaborateurs. Oui, je crois quand même que par rapport à cette déferlante, parce que l'IA a cette différence, je trouve, qu'elle se développe très très vite et que notre capacité à digérer cette évolution et à la rendre opérationnelle, parce que tu le disais, c'est notre défi, elle est pas si évidente, et malgré toute la conviction qu'on peut partager avec nos équipes, il faut qu'ils le vivent aussi. Et je pense que les entreprises qui ont une culture de gestion du changement, de transformation, d'ouverture à l'évolution, voire d'innovation, sont celles qui vont quand même tirer plus facilement leur épingle du jeu. Je vois chez Foyer, il y a une équipe dédiée à l'innovation, promouvoir l'innovation avec des correspondants depuis déjà plusieurs années. L'IA, c'est un sujet qui est travaillé déjà depuis plusieurs années, parce que l'IA, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la capacité qu'elle a à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus efficace. Et donc cette courbe de maturité, on peut la rattraper, mais elle est là quand même. Et donc je pense que c'est vraiment important que ça rentre dans la culture. Nous, on fait beaucoup de sensibilisation. Et il y a un effet d'échelle, il y a un peu plus de 1000 personnes aujourd'hui dans le groupe Foyer. Quand il faut sensibiliser, convaincre, mettre à bord autant de personnes, ça demande une certaine organisation. Les équipes font ce qu'ils appellent les Brownback Sessions, donc à l'heure du déjeuner, c'est complètement ouvert. Il y a des podcasts. Donc ça, c'est vraiment pour toute la partie sensibilisation. Et ensuite, on essaye de rendre acteurs nos collaborateurs. Il y a des hackathons à terme qui sont organisés. C'est avec une énergie incroyable, des idées qui en émergent. Beaucoup de test and learn. Tu parlais de risque. Je crois qu'il faut être humble aussi. Comme les possibilités sont infinies, on teste, on apprend, on arrête. Il faut avoir le courage d'arrêter certaines choses et certaines d'aller vraiment au bout. Et là, on a un autre défi, mais on va peut-être en reparler après. C'est que on part pas d'une page blanche. On a nos systèmes existants et c'est pas toujours évident d'intégrer l'IA dans ces systèmes existants. Ça, c'est un vrai défi, je pense, pour tirer parti complètement de ce que l'IA peut apporter. Je pense que c'est un point important parce que aujourd'hui l'assureur a un gros problème, de manière générale, je ne pointe pas vers vous, c'est la gestion de la data. Et c'est vrai, comme l'IA a besoin de data, si on n'arrive pas à la base à retrouver sa donnée, on peut potentiellement très peu l'exploiter. Donc l'IA n'est pas très utile dans ces cas-là. Voilà. Oui, alors on a parlé de quelques challenges, notamment ceux de l'emploi. On est rassuré de savoir que nos emplois, en tout cas la plupart, vont se transformer pour aller vers des emplois à plus forte valeur ajoutée. En parlant de défis, Dina, que la technologie rencontre pour pouvoir se mêler parfaitement avec le secteur financier. Est-ce que toi, tu veux nous faire part de ton expérience, des freins potentiels que vous rencontrez, soit pour collaborer avec un grand groupe Alors, nous, on utilise l'IA depuis maintenant un peu plus de 6 ans. On a chez nous un docteur en IA, qui est une docteure en IA d'ailleurs, qui travaille sur toute la partie ingénierie financière. Donc on fait typiquement des simulations du comportement des actifs, du comportement de portefeuille. On a des optimiseurs qui fonctionnent très vite grâce à l'IA, puisqu'on a notamment mis en place des outils d'aide à la vente pour des réseaux de distribution. Et donc là, on peut faire une optimisation à 20 actifs en 3 secondes. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable pour ceux qui connaissent un petit peu les principes de l'optimisation. Mais bien sûr, l'IA ne s'arrête pas là. Donc ça, c'est facile à faire, j'ai envie de dire.
et on peut l'utiliser en finance. Là où ça se complexifie, c'est que si on fait de l'IA générative et qu'on veut en faire par exemple des produits financiers, c'est un peu compliqué parce qu'on est censé pouvoir expliquer en fait les résultats. Et avec l'IA générative, malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas expliquer les résultats, donc on ne peut pas l'utiliser pour ça. Mais par contre, effectivement, il y a plein de façons de l'utiliser. Et un peu comme vous, mais avec une toute petite échelle, nous, on a fait venir des experts de l'IA pour justement travailler avec l'ensemble des collaborateurs. Et puis ensuite, par petits groupes, travailler sur des use cases, mais qui viennent de leur vie, de leur quotidien, pour dire, OK, quels sont les points sur lesquels vous voulez travailler avec l'IA, qu'est-ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce qu'elle permet pas de faire, avant même de se dire on va la proposer à nos clients. Déjà, donc cette acculturation en interne, le fait de plus avoir peur, de pas se dire maintenant j'ai pas le droit d'utiliser ChatGPT. Oui, tu as le droit d'utiliser ChatGPT, juste sache ce que tu peux et ce que tu peux pas faire avec, les données que tu peux lui donner ou pas, etc. Essayer de contenir le risque, même si c'est quand même un peu notre métier aussi. Voilà. Merci Adina. J'aimerais relever un point que tu évoquais tout à l'heure. Quand on échangeait avant cette table ronde, tu parlais aussi de résistance au changement. Donc ça faisait partie des freins listés. Et là, je crois que Tanguy, éventuellement, enfin peut-être que tu veux élaborer un petit peu ce point. Je crois que Tanguy aimerait aussi donner son point de vue sur le sujet. Est-ce que la résistance au changement dans nos entreprises est un frein au développement de la technologie ou non, Tanguy ? Alors, donc, moi, je suis quand même dans une petite boîte où posture de provider où le risque est présent tous les jours et on n'a pas derrière nous des centaines d'années et des milliards de capitalisation. Donc, effectivement, on est peut-être plus assis sur le bord de la chaise en train de prendre toute opportunité du côté plus positif que négatif. Mais effectivement, je pense que c'est intéressant d'entendre aussi des plus grandes institutions. Mais en fait, on a exactement la même approche par rapport aux éléments de transformation. La seule chose, c'est que toute transformation nécessite une capacité à ne pas seulement transformer un petit bout de la chaîne de valeur, mais toute la chaîne de valeur. Et on a, si je prends l'exemple de l'IA, par exemple, ici, puisqu'on en parle, l'IA va passer par plusieurs moulinettes avant de pouvoir véritablement transformer l'entreprise. La première moulinette, ça va être une approche par les risques. Et quelque part, c'est normal qu'on ait cette approche-là, puisqu'elle contient de nombreux risques. Donc ça, c'est un premier frein. Et quand on travaille avec un écosystème de start-up ou d'entreprises qui ont comme principale valeur ajoutée d'apporter sur une partie de la chaîne de valeur une plus-value grâce à l'IA, nous, on doit s'assurer qu'en termes de risk management, c'est bien. On parlait des collaborateurs, comment on les a acculturés à l'IA. Franchement, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de collaborateurs à acculturer à l'IA. Ils ont tous déjà utilisé ChatGPT parce que chez eux, à la maison, ils l'utilisent. C'est dans l'entreprise que c'est encore aujourd'hui un peu restreint. Donc, il y a un vrai sujet de culture du risque. Ensuite, la deuxième passerelle qu'il faut franchir, c'est celle de la data et de toute la réglementation autour de la data et toute de la certitude que la data est exploitée de la bonne manière, d'abord en termes de génération de flux de conservation et ensuite d'exploitation. Ça, c'est un deuxième élément. Donc ça, évidemment, ça prend aussi un petit peu de temps pour s'assurer que tous les systèmes sont bien construits pour ensuite avoir une traçabilité. Il y a le système aussi de la capacité humaine à faire, même si les use case data sont très prometteurs, ils s'inscrivent dans une chaîne de transformation de l'entreprise et c'est vrai que j'ai souvent rencontré des patrons de start-up me dire mais enfin je comprends pas, vous pourriez aller beaucoup plus vite, pourquoi vous faites pas ça, ça irait tellement mieux si vous faisiez ça. Oui, certes, c'est vrai, mais la valeur que ça va générer est inférieure à d'autres valeurs sur, comme vous l'avez dit, des gros books qu'on peut avoir et pour lesquels parfois un changement traditionnel va générer une valeur plus consistante dans l'avenir. Et puis à la fin, il y a aussi l'impact client. Est-ce que ça va véritablement améliorer notre relation client? Parce que on est une entreprise qui est essentiellement construite autour des clients. C'est ça notre première valeur. C'est pas la tech purement, c'est les clients. Donc, si au final le client attend d'abord d'avoir autre chose que ça,
on doit aussi intégrer ça dans cette logique. Mais donc, c'est super important qu'on soit challengé par des gens qui veuillent nous faire aller plus vite. Il faut être confiant dans le fait qu'on veut aussi aller très vite. On a déjà accéléré fondamentalement notre mécanique de transformation. Je parle de Swiss Life, mais je parle du secteur en général. Franchement, quand je vois tous mes collègues en France, c'est exactement pareil. Il y a juste qu'il y a ces éléments d'inscription dans la chaîne de valeur complète qui prennent un peu plus de temps par rapport à la quickness d'une startup. Je crois le point sur les clients, il est fondamental. C'est que tous nos clients ne sont pas geeks ou ne sont pas adeptes de toutes les nouvelles technologies qui arrivent, et on doit servir tous nos clients. Et donc je pense que c'est vraiment vraiment important. On organise un club client et avec eux on teste en fait nos interfaces, on teste la manière dont on digitalise nos process, et c'est extrêmement puissant. Ça permet, je pense, d'aller à la bonne vitesse, comme tu dis, pas trop vite mais pas être en retard non plus. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et vis-à-vis de l'IA, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de confiance. Parce que dans le travail au quotidien, quand j'utilise l'IA dans mon travail, je délègue une partie de ce que je dois faire. Et donc, je dois avoir confiance, sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans, que ça va vraiment donner le résultat attendu. Et on le voit dans la courbe du changement, quand on prend un use case et qu'on commence à mettre en production, on fait quand même des doubles contrôles pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et débrancher la prise des contrôles parallèles, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette confiance qui doit être se créer avec cette nouvelle technologie. Oui, tu as tout à fait raison, et je pense que vraiment en fonction des use cases, on s'aperçoit que l'IA est plus ou moins utile. Donc il y a des questions sur lesquelles, par exemple, pour faire un résumé, elle est très bien. Pour faire une traduction, elle est très bien, mais Google fait ça très bien aussi, et ça consomme moins d'énergie, moins de ressources, etc. Donc il y a ce côté-là aussi. Donc il y a des endroits vraiment où c'est un bon stagiaire, le niveau d'un bon stagiaire, et d'autres endroits où franchement il fait pas le job. Donc là aussi c'est en testant, ça évolue, mais c'est en testant à un moment donné et puis dans le temps les différents use cases qu'on s'aperçoit à quel point on peut ou pas lui faire confiance. On vient d'évoquer donc les freins, ou en tout cas les challenges de l'émergence de cette technologie au sein de nos institutions financières. Peut-être avant de nous tourner vers les opportunités, vers le futur, est-ce que quelqu'un peut nous donner le score du match, puisqu'on a entendu crier. Ah, ok. Donc pas de bonne nouvelle encore pour la Belgique. Désolé Tanguy. Ça viendra. Peut-être à tous. Selon vous, quels sont les principaux défis ? Non, ça on l'a vu. Selon vous, quelles sont les technologies spécifiques ? Parce que là, on a beaucoup parlé d'IA, on s'est concentré sur l'IA. Est-ce qu'il y a d'autres technologies spécifiques qui ont un gros potentiel et qui vont pouvoir répondre aux défis ou aux challenges qu'on vient d'évoquer ? On peut revenir sur l'IA si pour vous, c'est la technologie number one. Mais si vous en voyez d'autres, c'est peut-être que ça pourrait nous éclairer également. Et je crois que Tanguy, tu avais une idée déjà là-dessus. Oui, j'ai une idée sur plein de choses, donc c'est pas ça l'idée, mais non, je pense que nous, dans notre modèle d'affaires, les 3 grosses technologies qui ont eu un impact très fort ces dernières années, c'est sur le front la technologie des API, c'est sur le socle de notre mode de fonctionnement, le cloud, notamment pour toute la stratégie digitale, et avoir une vraie puissance à la fois de calcul mais aussi de fréquence d'opération grâce au cloud, et puis tout ce qui est real time, parce que le temps réel c'est très important dans toute la valorisation des actifs, dans toute la présentation de l'information financière à nos clients, et la capacité aussi à créer le transactionnel. Donc ça a été 3 technologies importantes, mais je dirais au-delà des technologies, il y a un point qui pour moi est encore plus important, c'est l'architecture IT, qui est le socle absolument crucial pour nous permettre de traverser ces phases d'accélération d'innovation technologique sans tuer la boîte par un millefeuille de composés technologiques tous brillants, mais qui entre eux ne parlent pas, qui entre eux ont des incapacités d'interfaçage aisées, qui sont construits par empilage et pas par bloc. Donc ça, c'est vraiment encore plus crucial qu'avant, de plus en plus crucial, d'autant que la plupart de ces technologies nouvelles ont une courbe d'obsolescence qui ne cesse de s'accélérer, qui nécessite donc d'avoir à la fois
une rapidité d'action dans la mise en œuvre, mais une capacité de se projeter plus loin. Elles sont de plus en plus concentrées sur des éditeurs qui sont de plus en plus capables d'avoir aussi un pricing power pour nous coincer. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment avoir une stratégie qui est pas seulement technique et technologique, une vraie stratégie d'architecture, et ensuite une stratégie d'écosystème à moyen long terme qui est compatible avec notre environnement de sachant interne aussi, parce que si on finit par être totalement provider dépendant, ça c'est un vrai risque pour nos métiers. Super. Marie-Hélène, je ne sais pas si tu veux... Oui, je partage totalement. Il faut que toutes ces nouvelles technologies elles restent accessibles et le cloud, c'est un élément fondamental. Et on sait qu'au Luxembourg, il y a quand même un peu de travail encore à faire sur ce sujet, mais qui est essentiel pour la compétitivité. Vraiment, ça me paraît... je pense que c'est important aussi de conserver de l'open source, parce que... on a un gros risque d'avoir, et on les voit d'ailleurs, ils sont déjà là, des sortes d'oligopoles. Et c'est important que, je dirais, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent accéder à ces nouvelles technologies. Et je partage aussi très fortement le point qu'il faut qu'on ait de l'expertise en interne. Ça, c'est vraiment fondamental pour garder un esprit critique, challenger ce qui peut être mis à notre disposition, comprendre quand même cette technologie qu'on utilise, pas simplement pour la maîtriser, mais aussi parce que, tu l'évoquais, le régulateur, et on le voit, pousse quand même énormément à ce qu'on garde une certaine maîtrise sur cette technologie. Ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Donc, il faut qu'on ait des expertises en interne et qu'on les cultive. Et alors, tous ces efforts, à quelle fin? On a parlé ensemble, Marie-Hélène, donc d'un bon usage de la technologie dans le groupe foyer pour une meilleure efficacité opérationnelle, pour une meilleure connaissance client. Est-ce que tu veux élaborer un petit peu sur les opportunités que vous permettent ces nouvelles technologies pour les années à venir? Alors, je citerai peut-être trois exemples. C'est vrai qu'on s'est fortement concentré sur l'efficacité opérationnelle, les gains d'efficacité opérationnelle, et particulièrement sur un moment de vérité important qui est la gestion du sinistre. Et où on peut avoir, dans certains cas, beaucoup de masse. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'automatiser un certain nombre de choses. Et là où il y a eu le plus de progrès, c'est sur la gestion documentaire. Voilà. On a connu la reconnaissance optique qui était plus ou moins efficace. Là-dessus, l'IA nous fait faire un bond géant parce qu'on peut avoir des documents pas du tout structurés. On peut non seulement en tirer de la donnée, mais même de la connaissance. Donc, ça nous permet, de vraiment de gagner énormément de temps avec beaucoup de qualité. On essaye de rationaliser nos gammes produits, mais on a tous quand même des conditions générales et particulières assez nombreuses. Voilà, l'IA, c'est extraordinaire. Vous n'avez plus qu'à interroger comme vous pouvez converser avec un expert. Donc, tout ça nous fait gagner énormément de temps au quotidien, mais aussi pour intégrer des nouvelles personnes dans les équipes et les rendre opérationnelles le plus vite possible. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a un deuxième élément que tu évoquais, c'est tout l'accompagnement pour nos réseaux de distribution. C'est comment faire en sorte que leur activité commerciale soit plus efficace. Donc, on a tous ces scores de propension à souscrire un risque complémentaire, anticiper leur départ, de manière à être là auprès du client au bon moment avec le bon message. Et là-dessus, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis des années. Mais aujourd'hui, on a vraiment une capacité d'être beaucoup plus pertinent, à la fois sur l'identification et le moment aussi où on attire l'attention du commercial sur ce sujet. Ça, c'est les deux points. Et il y en a un troisième que je découvre, mais que je maîtrise beaucoup moins bien, c'est l'IA pour l'IT. Parce que voilà, c'est un peu une sorte de mise en abîme, les techniciens qui utilisent la technologie. Mais voilà, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec des jeux de test, avec même la possibilité d'écrire du code. Moi, ça, c'est pas mon domaine, mais ça me fascine de voir ça, cette nouvelle manière de travailler. Voilà, c'est les trois domaines que je pourrais citer où là, il y a vraiment des choses opérationnelles qui sont en œuvre. Merci. Adina, tu veux ajouter? Oui, j'aurais pu rajouter à ce qu'a dit Tanguy. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, et j'aurais juste rajouté peut-être l'interopérabilité, parce que je pense, c'est un peu l'API, mais ça va au-delà de ça, en fait, des systèmes qui communiquent, et puis la capacité de calcul.
en fait, au-delà. Donc, et en fait, c'est finalement, je rejoins ce que tu disais, Marie-Hélène, tout à l'heure. Tu parlais du fait que l'IA était pas nouvelle. Non, ça fait 50 ans, même plus, que l'IA existe. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est effectivement le cloud, l'interopérabilité, la puissance de calcul. Et effectivement, l'assureur doit être en mesure de maîtriser son architecture. Je pense que ça, c'est vraiment le point le plus important. Et ensuite, quitte à faire appel à des externes, mais typiquement en API, sur des sujets bien précis, qui sont bien délimités. Et là, ça, je pense que ça se passe très bien. Et d'ailleurs, ça nous amène sur un gros changement, je pense, à venir pour moi, qui est l'open insurance. C'est-à-dire ça fait 20 ans qu'on parle de open banking, mais dans l'assurance, ça n'a pas encore été tout à fait transposé. Et puis, on voit bien que ce qui se passe, alors je connais mieux la France que le Luxembourg, mais on voit bien que tous les assureurs se mettent au pas, mettent à disposition des API qui communiquent avec des API externes et avec des niveaux de sécurité, etc., etc. Et ça, je trouve, c'est intéressant. Et d'ailleurs, un mot qui a manqué, je trouve, c'est la blockchain. On voit bien que là, enfin, nous, on n'a pas tellement trouvé de cas d'usage aujourd'hui encore à la blockchain, même si il y a des choses de place qui commencent à émerger, mais on n'a pas de point fort sur la blockchain encore. C'est vrai qu'on a entendu parler de blockchain pendant des années pour voir l'IA émerger et s'imposer dans notre langage, dans notre quotidien à tous. Ouais. Absolument. Ouais. Adina, j'avais quand même une question pour toi. Lors du salon Patrimonia, vous avez remporté le prix de l'innovation digitale. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi votre technologie représente une opportunité justement pour le secteur financier et comment vous avez su convaincre un grand nombre de grands groupes de collaborer avec vous? On vit. Donc moi, je suis. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que je suis actuaire. Donc à la base, je parle le langage des assureurs. Et effectivement, on est arrivé sur ce marché, sur le marché de la digitalisation en tant qu'expert à la fois de l'assurance, assurance vie. Je parle pas du côté dommage, et aussi des investissements. Et donc, on connaissait les problèmes, on va dire, de l'intérieur. Et donc, on a packagé un savoir-faire qu'on avait, historique, dans des API, typiquement, et ensuite, on a créé on va dire, des interfaces qui répondent à des besoins des assureurs, des sociétés de gestion et des réseaux de distribution, et qui consomment ces API de calcul qui sont faites par des ingénieurs de recherche, experts en finance, en assurance, etc. Et donc, l'opportunité, elle est venue de là. C'est que simplement, on parle le même langage. On a fait des outils d'experts pour des experts, et l'idée, c'était de les accompagner vraiment dans la réponse à leurs besoins propres. Typiquement, l'assureur qui a besoin de pouvoir suivre toutes ses gestions, reporter sur la performance, etc. Mais aussi dans leurs besoins de travailler les uns avec les autres. Dans l'assurance vie, dans la gestion pilotée par exemple, on en parlait tout à l'heure, où il faut que ces trois acteurs, donc l'assureur, la société de gestion et le distributeur, se parlent, communiquent sur des performances, etc., etc. Et je rajoutais juste une chose, c'est que la réglementation, typiquement la loi industrie verte, vient de nous donner un grand coup de pied en avant, parce que il y a notamment aujourd'hui un besoin de pouvoir reporter la performance du client du côté de l'assureur et du distributeur, et en fait leurs systèmes sont pas faits pour ça. Donc ils vont pouvoir dire la personne elle a mis tant là, tant tous les jours, et aujourd'hui elle attend, mais c'est pas un rapport de performance comme l'entend la CPR. Voilà, donc là-dessus, on a dit, on est là et on sait faire. Effectivement, ça a été plutôt une grosse opportunité. C'est vrai qu'on a peu parlé de réglementation jusqu'alors, mais voilà, pour AAA, ça représente une opportunité. Tanguy, et pour l'ensemble du marché, j'ai envie de dire, oui. Parce que ça permet d'aller mieux en fait, de servir mieux le client, qui est le but ultime. Tanguy, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose au regard des opportunités que représente la technologie, enfin l'émergence de ces technologies chez Swiss Life pour les années à venir? Alors, au-delà de tout l'apport métier que la technologie peut apporter, comment on va pouvoir opérer nos activités de façon plus efficace, plus puissante, avec plus de valeur ajoutée, je pense qu'il y a un point qui est aussi ultra important, et peut-être encore plus important avec l'émergence de l'IA,
c'est notre capacité à être un employeur attractif. Et on connaît la guerre des talents depuis un certain nombre d'années, mais c'est rien par rapport à ce que on va voir déferler dans les années qui viennent. Et la guerre des talents, on l'a surtout vécue comme une grande difficulté à recruter des talents. Je pense que la guerre des talents, ça va être demain encore plus comment garder nos talents. Parce que c'est un des rôles cruciaux que l'entreprise va devoir remplir, c'est celui d'assurer l'employabilité permanente de ses collaborateurs, de tous ses collaborateurs, pour qu'ils soient tous, construits de façon plus augmentée grâce à l'IA, pour que leur employabilité reste toujours très forte et qu'ils aient envie de garder au sein de leur entreprise un employeur qui emploie et qui rend l'emploi attractif. Il n'y a rien de mieux pour moi qu'un collaborateur qui est ultra bien formé, qui donc a toutes les chances de partir, mais qui n'a pas envie de partir parce qu'il sait que c'est chez nous qu'il sera le mieux formé. Et cette logique-là, il va falloir vraiment l'appuyer massivement, parce que sinon, on va très très vite être disqualifié par rapport à certains autres qui créeront cette employabilité. Je crois que tout le monde a compris aujourd'hui que sans IA, on n'est plus employable. Avec l'IA, on est mieux employable. Donc l'IA va devenir clé dans le processus de recrutement. Aujourd'hui, on demande combien de jours de télétravail vous avez dans votre entreprise pour savoir si on vient travailler chez nous ou pas. Demain, le télétravail, ça deviendra un basique. Par contre, c'est quoi votre stratégie pour me rendre plus employable demain grâce à l'IA? Ça, c'est sûr, ce sera la prochaine question. C'est magnifique parce que ça me permet de faire la transition avec notre dernière question. Un peu provocatrice parce que tu parles d'employabilité, vous êtes tous CEO. Comment est-ce que vous vous assurez de rester employable et comment surtout est-ce que vous vous assurez d'être formé, d'être au top niveau en matière de technologie? Quels sont vos outils? Comment est-ce que vous vous préparez aux disruptions technologiques à venir? Peut-être c'est de la formation, peut-être c'est de l'accompagnement, peut-être c'est via des lectures. Voilà, si chacun d'entre vous, vous voulez bien prendre une minute pour répondre à cette question, peut-être que ça pourra inspirer certaines personnes de l'audience. Je pense qu'un des points communs qu'on a, c'est la curiosité. Voilà, si on n'est pas curieux, si on n'aime pas apprendre, je pense que voilà, on aime découvrir, apprendre. Et ça, je pense que c'est des qualités essentielles pour pouvoir continuer à comprendre le monde qui nous entoure, à y voir des opportunités entrepreneuriales et à les saisir. C'est ça finalement. On doit être un peu des éponges de tout ce qui se passe autour de nous, voir ces opportunités. Une fois que j'ai dit ça, c'est un état d'esprit, on va dire, et il faut qu'on soit un peu stimulé. Et là, c'est les équipes. Enfin, très honnêtement, rien qu'aujourd'hui, pour préparer cet échange, je me suis appuyée sur eux. Et ils m'ont remonté leur expérience, leurs idées, leurs approches, et tous ensemble, on a préparé. Et c'est ça qui est, je trouve, extraordinaire. Et la grande force, c'est d'avoir des diversités de profils. Voilà, je trouve que dans l'IA, peut-être encore plus que d'autres technologies, ça rassemble en fait. Il faut mettre autour de la table des experts métiers, des personnes qui sont des pros de la relation client, des techniciens. Et tous ces gens-là doivent se parler en fait. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement stimulant. Et donc, le secret, c'est ça, c'est être ouvert, curieux, et puis travailler avec les équipes et la complémentarité qu'elles ont. Merci Marie-Hélène. Je capitalise totalement sur ce qui vient d'être dit et je rajouterai en ce qui me concerne aussi d'avoir de fréquents contacts justement avec ceux qui prédisent l'avenir, entre guillemets, des économistes, des trendsetters. C'est important d'avoir cette logique-là. De beaucoup regarder ce qui se fait aux États-Unis aussi, c'est quand même, et en Chine, c'est quand même deux gros marchés qui ont aujourd'hui une capacité d'investissement dans le demain qui est plus forte que l'Europe et donc là il y a beaucoup de choses à aller chercher. Et puis il y a une troisième chose qui me paraît aussi cruciale, c'est au-delà de cette curiosité, c'est cette capacité de s'entourer de gens qui vont être plus forts que nous et dont on va devoir catalyser l'énergie, mais dont on est convaincu qu'ils ont une part de ce qu'il faudrait que le CEO ait, mais que le CEO n'aura jamais. Le CEO ne peut pas être la combinaison de toutes les compétences, il doit être le catalyste des compétences encore plus demain avec l'IA. Magnifique, merci Tanguy. Là c'est dur parce qu'ils ont quand même dit tout ce que j'aurais pu dire.
Mais c'est toi qui as commencé, non, Adina? Bon, bah, tu termines. La boucle est bouclée. Mais effectivement, je pense que personnellement, j'ai un grand amour pour la technologie de manière générale. Donc, je suis toujours curieuse d'aller voir ailleurs, de voir ce qui se fait. J'ai été la première à prendre un compte payant ChatGPT. Le jour où Copilot a été disponible pour les petites entreprises, le matin même dans la douche, je souscrivais au... Voilà, bon. Donc, vraiment, j'ai un vrai intérêt. Et puis, effectivement, je pense que tu as dit une chose importante. Il faut s'entourer des gens qui sont meilleurs que soi. Et ça, j'essaye de le faire tous les jours. Voilà. Bah, bravo C'est une à très tous belle les trois. conclusion. Et merci.